Aujourd'hui, je suis à Versailles, dans l'enceinte de l'École nationale supérieure du paysage, dans l'ancien potager du roi, car en fait, manger n'a rien d'anodin. C'est tout à la fois une affaire de plaisir, de santé et même d'égalité. Dans un précédent numéro, je vous ai raconté la mondialisation du modèle industriel agroalimentaire. Or, un certain nombre de résistances, d'alternatives se mettent en place, et c'est cela que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Prenons comme exemple le café. C'est un produit que beaucoup d'entre nous consommons tous les jours. Dans les filières agroalimentaires internationales, de plus en plus longues, le producteur est séparé du consommateur final par de nombreuses étapes. Achat, stockage, transport, conditionnement, distribution, qui sont autant d'intermédiaires, avec évidemment à chaque fois un impact sur le prix du paquet de café. Dans le système de distribution traditionnel, 85% du prix d'un paquet de café est lié au coût de l'importation, de la torréfaction et de la distribution, 3% pour les coûts d'exportation, 2% pour les intermédiaires. Le producteur touche donc 10% du prix final payé. Dit autrement, lorsqu'on achète un paquet 3 € au supermarché, le producteur de café touche 30 centimes. Et de plus, les variations du cours du café sur les marchés mondiaux sont volatiles, donc la rémunération est fluctuante. On le voit bien sur cette courbe qui couvre les 3 dernières décennies. Maintenant, si on décompose le prix d'un paquet de café venant du commerce dit équitable, on voit une répartition légèrement différente. L'importation, la torréfaction et la distribution ne sont plus qu'à 73% du prix du paquet, les coûts d'exportation sont inchangés, les frais des intermédiaires disparaissent, il y a à la place une redevance pour le label à hauteur de 2%, plus 2% à nouveau qui vont aux coopératives équitables pour assurer leur fonctionnement. Et au final, une rémunération du producteur 2 fois plus importante que dans le circuit traditionnel, soit 20%. La distribution de ces revenus est assurée par des organismes de commerce équitable, comme la Fair Trade Labeling Organization, qui regroupe 3 réseaux régionaux certifiés de producteurs, en Amérique latine et dans la Caraïbe, en Afrique et en Asie. Ces producteurs de café, mais aussi de jus de fruits, de sucre, de cacao, vendent leurs produits à des filières d'importateurs à un prix fixe, majoré d'une prime de développement qui sert à financer des projets d'assainissement ou même de scolarisation dans les régions de production. À l'autre bout de la chaîne, la Fair Trade Organization réunit des associations de labels implantées dans 24 pays que vous voyez ici sur la carte. Il existe un autre gage de qualité et de préservation de l'agriculture locale, c'est la valorisation de l'origine géographique d'un produit. Prenons l'exemple du café éthiopien, parce que cela montre bien où se situent les rapports de force. L'Éthiopie est le foyer d'origine du café, dont elle est aujourd'hui le 6e producteur mondial. 60% du café éthiopien est exporté, et sa production fait vivre 15 millions de paysans dans ce pays qui compte 85 millions d'habitants. En 2005, le gouvernement éthiopien cherche à déposer auprès de plusieurs pays les noms de 3 crus de café, Harar, Yirgacheffe et Sidamo. L'idée est que ces noms deviennent des marques, propriété de l'État éthiopien, et que les redevances puissent générer plus de revenus nationaux. Concrètement, en 2005, le prix de vente du café éthiopien variait de 60 cents à un peu plus de 1 $ la livre, et avec une marque déposée, le même café pourrait être vendu environ 2 $ la livre. En 2006, l'Union européenne, le Japon, le Canada décident de reconnaître les 3 marques éthiopiennes, mais la demande est rejetée par le Bureau américain des marques et brevets pour les crus Sidamo et Harar qui sont les plus vendus. En fait, ce refus est dû à l'Association américaine du café, au motif que ces noms indiquent des régions géographiques et ne peuvent donc pas être déposés en tant que marque. Or, derrière ce refus, il y a la compagnie américaine Starbucks, leader mondial de la vente à emporter de café. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2005, Starbucks a réalisé un chiffre d'affaires de presque 8 milliards de dollars. Le PIB éthiopien était de 12 milliards de dollars la même année, ce qui indique bien les rapports de force. L'Éthiopie est alors soutenue par l'ONG britannique Oxfam, qui lance une vaste campagne de mobilisation qui contribue au compromis trouvé en 2007. L'Éthiopie se voit reconnaître la propriété des noms des 3 cafés, Harar, Yirgacheffe et Sidamo,
et Starbucks obtient de ne pas verser de royalties au gouvernement d'Addis Abeba. L'Éthiopie n'a donc pas obtenu gain de cause sur le plan financier, mais a remporté une victoire, puisque les origines géographiques de ces cafés sont devenues des marques. Cela renforce leur réputation au niveau mondial et à terme cela va accroître les recettes d'exportation. Pour lutter contre l'uniformisation des produits et des goûts, une autre forme de résistance est conduite par des organismes comme l'UNESCO. Depuis 2003, l'organisation a défini la notion de patrimoine culturel immatériel, ceci dans le but, je cite, de sauvegarder les traditions et expressions vivantes héritées des ancêtres et maintenir la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Fin de citation. C'est dans ce cadre qu'ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité l'art du pain d'épices en Croatie du Nord, la cuisine traditionnelle mexicaine fondée sur le maïs, les haricots, le piment, héritée des pratiques culinaires précédant l'arrivée des Espagnols, ou bien encore des pratiques culturelles comme le repas gastronomique des Français, ou encore le régime méditerranéen qu'on appelle la diète méditerranéenne, puisqu'il s'agit à la fois d'un mode de vie et d'un modèle nutritionnel. Maintenant, regardons une troisième forme de réponse au système agroalimentaire mondialisé et qui vient cette fois d'une prise de conscience sanitaire et environnementale. Entre 1950 et 2000, l'intensification de l'agriculture liée à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires a permis de multiplier par 2,6 la production agricole mondiale et par là même de répondre à la croissance démographique puisque dans la même période, la population mondiale a été multipliée par 2,4. Mais cette agriculture intensive, qui a aussi réduit les crises alimentaires, a engendré très souvent une pollution des sols ou des nappes phréatiques, exposant ainsi les populations aux risques sanitaires. Or aujourd'hui, on a un débat autour de l'agriculture génétiquement modifiée. En 2010, les cultures OGM sont pratiquées dans 29 pays que vous voyez là sur la carte et couvrent à peu près 10% des terres arables de la planète. Regardons le cas de l'Union européenne. En 2010, 8 pays autorisent la culture des OGM, mais de nombreux États membres restent méfiants au nom du principe de précaution, interdisant la culture, ou, comme la France en 2008, posant un moratoire à leur emploi. Et cela a entraîné une baisse de 23% des surfaces cultivées OGM dans l'Union européenne. En revanche, si on regarde à l'échelle mondiale, on constate que les surfaces cultivées ont progressé de 10% en 2010. Et les deux pays qui ont le plus contribué à cette augmentation sont l'Australie et le Burkina Faso. Au Burkina Faso, les surfaces cultivées avec des organismes génétiquement modifiés ont progressé de 126% en raison du choix du gouvernement d'introduire dans le pays la culture du coton transgénique. En Australie, cette progression atteint 184%, mais c'est un chiffre qu'il faut tout de même nuancer car il reflète la reprise de la production des plantes OGM après plusieurs années de sécheresse. Paradoxalement, l'Australie est aussi le premier producteur d'agriculture biologique au monde, avec plus de 12 millions d'hectares cultivés, juste derrière l'Argentine, les États-Unis, la Chine ou le Brésil. En Europe, c'est l'Espagne qui consacre le plus de terres arables à la culture biologique, avec près de 1,5 million d'hectares en 2009, soit près de 5,5% de la surface agricole utile, et en France, la culture biologique ne représente que 2,5% de la surface agricole utile, ce qui, soit dit en passant, est très loin des objectifs du Grenelle de l'environnement qui avait fixé 6% pour 2012. Alors, est-ce que l'agriculture biologique certifiée peut constituer une forme de résistance au modèle agro-industriel et à la poussée des OGM? En tout cas, à l'échelle mondiale, l'agriculture bio reste marginale, elle n'occupe même pas 1% des terres cultivées, et ce en dépit de l'intérêt grandissant des consommateurs pour ce type de produit. Enfin, il y a encore une autre façon d'augmenter le niveau de conscience, on peut prendre en compte l'empreinte écologique des produits que nous consommons. C'est ce qu'on appelle les food miles, qu'on pourrait traduire par kilomètres alimentaires. Il s'agit d'évaluer et de tenir compte des distances parcourues par la nourriture depuis son lieu de production jusqu'à notre assiette. Et l'évaluation intègre les coûts de transport et les émissions de CO2. Cet impact des food miles n'a cessé d'augmenter avec la mondialisation. Par exemple, pour un pot de yaourt aux fraises vendu dans la ville de Stuttgart, une chercheuse allemande a calculé que 9115 km avaient été parcourus par les différents ingrédients avant que ce yaourt n'arrive chez l'épicier. Pour limiter ces gaspillages et favoriser les productions locales,
Plusieurs initiatives citoyennes se mettent en place comme les AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui établissent en France un lien entre producteurs et consommateurs. Ou encore, on a le mouvement des locavores, qui est né en 2007 en Californie, et dont l'objectif est de consommer des produits issus uniquement des territoires situés dans un rayon de 100 miles. Voilà, alors face à ces résistances, ces alternatives que je viens d'évoquer, les grandes entreprises mondiales de l'agroalimentaire, d'une part, s'implantent dans les pays en développement et investissent dans les filières bio et éthiques pour capter ce marché porteur. Alors face à cette capacité d'adaptation, il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère que la mondialisation de l'agroalimentaire, de toute façon, affaiblit et engloutit toute forme de résistance, soit on considère au contraire qu'après tout, cette capacité d'adaptation à la demande d'un consommateur qui est plus exigeant, plus préoccupé, après tout, c'est une avancée positive. Voilà, à vous de vous faire votre opinion face à ces deux postures, et quant à moi, j'ai tout de même ma petite idée. Alors, vous pouvez lire les nouveaux équilibres agroalimentaires mondiaux au Cercle des économistes, au PUF. Aux éditions du CNRS, le livre de Gilles Fumet, Manger local, manger global, l'alimentation géographique. Et puis, chez Arte Éditions, dans la collection Les Grandes Enquêtes, 3 DVD qui sont en même temps des livres, Main basse sur le riz, Le monde selon Monsanto, et puis Notre poison quotidien qui révèle les substances chimiques que nous ingérons malgré nous dans notre alimentation.